Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. D'où vient le divorce croissant entre les élites dirigeantes et le reste de la population? S'agit-il d'un rejet populaire, du technocratisme, du refus par les uns de la langue de bois maniée par les autres, d'une déconnexion entre deux franges de la population, le savoir des élites apparaissant détaché de toute expérience du terrain? C'est ce que nous propose notamment Thomas Vien dans ce livre, La sélection des intelligences, pourquoi notre système produit des élites sans vision. C'est aux éditions L'Artilleur. Bonjour à vous. Bonjour. Et nous sommes avec François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin, bonjour messieurs. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Alors, je suis obligé de parler avec vous, Thomas Vien, de Gabriel Attal, parce que quand on lit votre livre, vous avez dû l'écrire, je suppose, avant, Gabriel Attal, avant que Gabriel Attal devienne donc Premier ministre. Gabriel Attal, 34 ans, c'est véritablement, quand on lit votre livre, le profil type de cette élite jeune, cosmopolite, déconnectée, qui manque d'expérience. Et qui a réussi à être Premier ministre, alors que tout en étant, on va le dire, intelligence. On va parler d'ailleurs de l'intelligence de nos élites. Alors comment on est passé de Pompidou Premier ministre à Gabriel Attal? Alors, je fais une petite critique de Pompidou aussi, en le comparant à De Gaulle à un moment donné dans le livre. De Gaulle avait dit, trouvez-moi un normalien qui sache lire et écrire. Voilà, exactement. Voilà. Alors, je suis pas sûr de dire qu'Attal est particulièrement déconnecté ou que le problème de ces élites, c'est justement le manque d'expérience. Ce que j'essaye plutôt de montrer, au contraire, c'est qu'il y a une sorte de volonté d'être toujours au plus près du terrain, au plus près du territoire, et d'avoir une expérience maximale, de maximiser son expérience justement, de façon à pouvoir la traduire politiquement. En réalité, ce qui manque davantage, à mon avis, c'est une formation des intelligences qui permettrait à ces élites de hiérarchiser et de pouvoir réenchasser un petit peu les représentations qu'ils ont pu acquérir soit par leur expérience de terrain, soit par la lecture, soit par les rapports qu'ils lisent. C'est plutôt ça ma perspective. Alors, donc on est passé de Gabriel Attal de Pompidou à Gabriel Attal. Avant de donner la parole à François Bousquet, je voulais revenir sur les dérives sectaires, parce qu'on a parlé des dérives sectaires avec. Alors, vous en parlez pas dans votre livre, mais dans vous connaissez donc cet article 4, qui d'ailleurs c'est aujourd'hui même qu'il est à l'Assemblée nationale, présenté à l'Assemblée nationale sur les dérives et sectaires, et beaucoup pensent qu'il y a des dérives sectaires parmi même notre classe intellectuelle supérieure et que ça serait un énième phénomène de notre société post-moderne. Vous y croyez? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ces accusations? Donc, à titre personnel, non, j'ai pas vraiment observé qu'il y avait de dérives sectaires. Non, il y a des phénomènes idéologiques, mais comme il y en a toujours eu. Et la question, c'est plutôt de savoir si ces idéologies gardent leur consistance par rapport à ce qu'ils ont pu être à un siècle d'or politique et des grands débats intellectuels qu'est le 19e, ou si elles ont perdu en consistance pour les raisons que je cherche justement à décrypter. Alors François Bousquet, sur ce livre, La sélection des intelligences, pourquoi notre système produit des élites sans vision, aux éditions L'Artilleur. C'est un livre assez original, qui se démarque en tout cas de la production des essais habituels sur les élites, de la langue de bois, de la révolte des élites un peu à la Christopher Lasch, qui s'appuie sur deux sociologies, je pense que vous serez d'accord. La sociologie de Wilfrido Pareto sur la production des élites et celle de Pierre Bourdieu sur la reproduction des élites. Et Gabriel Attal en procède quand même à beaucoup d'égards. C'est un peu l'endogamie, c'est un petit peu... Pourquoi vous avez choisi de ne pas écrire un essai précisément sociologique sur cette crise des élites, cette crise de représentation des élites, pour vous concentrer, on va y venir, sur la nature de l'intelligence des élites qui semble-t-il est dévoyée selon vous? Alors, si je devais me définir dans une tradition sociologique, je dirais que je m'inscris un petit peu dans la ligne Weber et Raymond Boudon, surtout, qui est un de mes sociologues favoris. Et il me semble que quand on s'inscrit dans cette perspective sociologique, il y a cette fameuse phrase, sans être pédant, de Weber, qui dit « Interessen nicht, Ideen beherrschen das menschliche Handeln ». C'est pas les intérêts, mais c'est les idées qui gouvernent l'action humaine. Ça veut pas dire que chez Weber, il n'y a pas la possibilité de penser les intérêts de classe, de penser les intérêts de l'entre-soi, etc. Mais sur le long terme, en réalité, c'est surtout les idées qui gouvernent, qui font évoluer les structures, les institutions, les mentalités, etc. On pourrait d'ailleurs peut-être faire ce reproche à la droite d'avoir un petit peu raté cette question du temps long, de l'école des annales, ou aussi de l'anthropologie historique avec le roi Ladurie ou avec Jacques Le Goff. C'est-à-dire un intérêt qui est un peu plus marqué effectivement vers le centre-gauche, un intérêt pour la lente transformation des mentalités, la lente transformation des habitus,
Et parfois, on pourrait reprocher aussi à une certaine droite de se focaliser trop sur des personnes, d'avoir un peu l'idée qu'on est dans un Cluedo, où il faut trouver le colonel Moutarde qui a tué dans la librairie avec le chandelier. Donc j'essaie de sortir un peu de ça en imaginant sur le temps long ce qui peut expliquer pourquoi la formation des élites est déficiente et pourquoi ça explique finalement l'essentiel de ce qu'on observe si on est dans cette tradition un petit peu weberienne ou boudonienne. Ouais. Alors, si vous me permettez, moi, le livre, je l'ai lu comme d'abord une tentative, dans un premier temps, de définition de l'intelligence. Alors, c'est très difficile. Vous savez ce que Pascal disait de ce genre de mots, l'intelligence, il disait que c'était des mots primitifs. Il est très, très difficile de définir. Tout le monde sait ce que ça veut dire, mais on a quand même le plus grand mal à le définir. Alors, comment définiriez-vous l'intelligence qualitative ou quantitative, organique ou mécanique, ou pour en parler pour reprendre votre vocabulaire et vos termes qui structurent votre livre, horizontal et vertical. Et comment on passe du vertical à l'horizontal, puisque vous parlez du temps long, c'est sur le temps long, du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, que cette mutation s'est opérée. Absolument. Alors, il faut remonter, à mon avis, à ce qu'a été le miracle grec. Et là, il y a deux voies possibles d'analyse du miracle grec. La première, qui est assez classique, qui est celle des origines de la pensée grecque de Jean-Pierre Vernant, que j'avais lu quand j'étais jeune avec l'espoir de pouvoir y trouver la clé d'explication de ce qu'ont été Platon et Aristote pour la structuration de la pensée occidentale. Et j'avoue avoir été un petit peu déçu. C'est-à-dire que la thèse de Vernant, en gros, c'est de dire que à la fin il y a la civilisation mycénienne, qu'il y a des invasions qu'on appelait doriennes autrefois et on ne sait pas exactement ce que c'est, mais qu'il y a eu un effondrement de la civilisation mycénienne qui était une économie avec un pouvoir palatal très fort. Qu'ensuite, il y a eu des siècles d'obscurité et que est née et a émergé la cité grecque vers le 8e siècle, mettons vers autour de 750, et que cette cité grecque a fait descendre finalement la question publique dans l'agora et a permis la discussion avec l'échange d'arguments rationnels. Et c'est l'idée donc que la politique se construit par l'échange d'arguments, argument contre argument, et que les meilleurs arguments finalement vont pouvoir être sélectionnés de cette manière-là. Il me semble que cette façon de voir le miracle grec, en fait, rejoint un petit peu ma description de l'intelligence horizontale, c'est-à-dire qu'on est sur des échanges d'arguments à arguments, on ne sait pas comment méthodologiquement les architecturer. Et le miracle grec, à mon avis, consiste plutôt, notamment chez Platon, à essayer de penser une remontée des principes en partant des choses les plus particulières, de l'expérience physique du monde, jusqu'à des principes métaphysiques. C'est d'ailleurs ce que pense, alors j'espère pas faire un tunnel philosophique, mais c'est un petit peu ce que pensent et Platon et Aristote, que les présocratiques eux-mêmes n'ont pas réussi à faire cette jonction entre notamment la physique et la métaphysique. Vous aviez les physiciens dans lesquels on pourrait d'ailleurs mettre Pythagore qui considérait que les nombres étaient finalement de ce qui structurait le monde physique. Puis vous avez d'un autre côté les métaphysiciens comme Parménide, mais la jonction n'est pas faite. Et le génie propre de Platon et d'Aristote, et eux-mêmes, enfin Aristote le pense clairement, c'est d'avoir pensé une jonction de la physique à la métaphysique. C'est-à-dire la possibilité, sans solution de continuité, de remonter des choses singulières jusqu'aux principes, les conditionnant et les organisant. Et après se rajoute à ça évidemment ce second miracle en quelque sorte qu'a connu l'Occident, c'est avoir la possibilité, à travers la patristique, à travers la scolastique, d'enchasser en quelque sorte le troisième étage de la fusée, ça veut dire la religion et la spiritualité, la question de la foi, de l'enchasser à ces deux étages, la physique et la métaphysique, et de penser tout ça dans une continuité. Alors pour moi, le miracle grec et l'héritage occidental consiste essentiellement en ça. Et après, pour des raisons que je ne peux que survoler évidemment dans l'essai, parce que c'est un essai très court, il y a une division des savoirs qui s'opère, il y a le mouvement des Lumières qui est un mouvement aussi d'émancipation par rapport à des formes de tradition et aussi à une architecture qui était tenue avec la clé de voûte de la religion et puis de la théologie. Donc il y a cette émancipation, il y a cette division des savoirs, que décrit d'ailleurs très bien Philippe Nebo dans un petit essai qui est remarquable, Qu'est-ce que l'Occident ? Et arrivé là, se pose nécessairement de manière très aiguë la question de l'organisation des savoirs, puisqu'on est laissé finalement face à une sorte d'anomie des champs disciplinaires. Et ça, c'est un peu nouveau. C'est un peu ça que je cherche à décrire. Ce qui est nouveau, c'est plutôt le fait que, avec l'école en plus, qui est obligée de gérer des flux considérables, on ne réussit plus à articuler ces champs disciplinaires de manière hiérarchisée. Mais alors, juste peut-être François Bousquet, vous voulez poursuivre ? Si vous permettez, simplement sur du XVIIIe siècle à aujourd'hui, donc il y a une bascule que vous décrivez.
on passe un petit peu, alors pour synthétiser grossièrement, du vertical à l'horizontal. Mais j'ai quand même une objection à vous soumettre, hein. C'est la Troisième République, qui fut la grande république des professeurs, hein, qui a produit une élite exceptionnelle, on l'a oublié, hein, puisque mais de 1870 à la Grande Guerre, hein, on a eu, sur ces bases-là d'intelligence horizontale, hein, on a sorti du peuple, hein, quasiment le sel de ce peuple, hein. Absolument. Alors, je dirais que c'est un phénomène qui est évidemment continu, c'est-à-dire qu'on en voit les effets, à mon avis, progressivement. C'est-à-dire que les intelligences que moi j'admire comme étant des intelligences capables de verticaliser les champs disciplinaires au 19e, sont des intelligences qui ont produit des idées sur lesquelles on vit encore. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte, on vit un peu de nos rentes, c'est ça que j'ai envie de dire à partir de cet essai. C'est-à-dire qu'il y a un héritage des grands concepts philosophiques, moraux, politiques. Si on y regarde d'un peu plus près, ils ont presque tous été sécrétés au 19e. Pour la très grande part. On pourrait rajouter en queue de comète le concept de laïcité en 1905, hein, mais qui a déjà une histoire qui précède évidemment la loi de 1905. Mais ces concepts-là ont été sécrétés, c'est un peu mon intuition, par des esprits qui, eux, étaient très verticaux. Et l'effet déstructurant de l'école, qui est obligé de répondre à des questions de flux de plus en plus massifiés, nous oblige à penser une méthodologie qui est nouvelle. C'est ça que je cherche à décrire. Cette méthodologie qui est nouvelle, c'est celle sur laquelle on insiste beaucoup quand on dit qu'il faut former les élèves à l'esprit critique, à la contextualisation, à la mise en regard, à la confrontation des arguments, etc. Avec l'espoir, à mon avis, un peu vain, que de tout ça émergera une vérité un peu architecturée. Alors, vous l'avez dit, François Bousquet, c'est pas un essai sociologique sur les élites, sur nos élites actuelles, mais est-ce qu'on pourrait avoir même votre définition de l'élite aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est ceux qui exercent le pouvoir en France et dans le monde. Quel est leur profil et pourquoi? Alors, on va le voir après, ils sont aussi déconnectés des gens qui sont censés gouverner. Alors, sans surprise, je me revendiquais un petit peu de la tradition de Weber, et puis surtout Weber interprété par Boudon, parce que je pense que Raymond Boudon, comme il le dit lui-même, avec quelques passages de Weber, réussit à mettre un peu de cohérence dans la question de l'élite et puis de la question de la rationalité. Sans surprise, ma définition de l'élite, et puis surtout celle l'élite que je décris dans ce livre, c'est en fait les élites cognitives. C'est-à-dire que c'est les élites... on se rappelle un petit peu la typologie de Weber entre la domination charismatique, la domination traditionnelle, la domination charismatique, qui fait que maintenant on soit dans une domination légale rationnelle, et que c'est ça qui est déterminant sur le cours du monde. Si toujours on s'inscrit dans cette logique weberienne. Donc c'est ces élites cognitives que je cherche à décrire, finalement, le produit ultimement des grandes écoles, mais où la formation des intelligences, donc polyvalente, un peu pluridisciplinaire, très agile, capable de faire de la synthèse, de la mise en rapport, de la contextualisation, etc. Où, en fait, les intelligences sont formées de manière relativement identique et homogène. C'est-à-dire que, pour moi, l'École nationale d'administration, l'ENA, est simplement la figure la plus emblématique de cette formation-là, un petit peu le point d'aboutissement de cette formation-là, étant donné elle pense particulièrement la polyvalence. Elle se revendique comme une école polyvalente. Mais alors, justement, donc vous parlez d'élites scolaires sans profondeur, sans colonne vertébrale, mais qui ont tout de même une idéologie libérale, libertaire, sans s'en apercevoir. Ils ne défendent pas des idées, mais pour eux, ils défendent véritablement la vérité. Alors, c'est la différence entre ce que vous appelez l'intelligence verticale, l'intelligence horizontale. Alors, je ne prétendrai pas que les élites qui sortent de ce système scolaire ont une idéologie homogène. C'est-à-dire que... de Vauquier à, je ne sais pas, Laurent Fabius, en passant par Emmanuel Macron, on a quand même un spectre politique qui est assez distinct, qui est assez diversifié. Pour autant, à mon avis, le rapport qu'ils ont au savoir, leur type d'intelligence, est assez similaire. Donc vous, c'est pas tant l'idéologie, c'est le rapport au savoir et le rapport à l'intelligence, cette différence entre l'intelligence horizontale et l'intelligence verticale. Mais ma critique consiste à questionner la consistance de cette idéologie. Je doute que cette idéologie ait gardé la consistance que pouvaient avoir les grandes idéologies politiques, notamment au 19e. Et j'en attribue la cause à cette formation et à ce système scolaire que je décris. Et qui, pour vous, en fait, ne permet pas non plus à des gens qui n'auraient pas ce type d'intelligence de pouvoir se déployer pleinement. Exactement.
Alors il faudrait nuancer, et on est obligé d'être dans les grandes lignes. Mais moi, ce que j'espère un petit peu et ce que je prône à la fin de cet ouvrage, c'est la capacité de reconstruire un système scolaire qui s'articulerait autour des obsessions ou des grands ancrages, soit sensibles, soit intellectuels des élèves, et que les élèves puissent construire leur connaissance autour de cette obsession, l'articuler de manière un peu en toile d'araignée, de manière par capillarité. En fait, on peut reconstruire de manière, à mon avis, hiérarchisée, un rapport au savoir. Alors François Bousquet. Ce que vous décrivez, alors je reviens en arrière sur les trois noms que vous citiez, Macron, Wauquiez. Alors Wauquiez est un peu un cas à part parce qu'il a quand même beaucoup changé ces derniers temps, et Fabius. Mais je vous rappelle que Fabius a longtemps hésité entre Mitterrand et Giscard. Macron, c'est le en même temps. Donc on retombe un petit peu sur l'interchangeabilité que vous évoquez dans le livre, et dont la voie royale, Helena, que vous avez fait. Vous avez un parcours assez atypique. On n'a pas dit, on vous a présenté à nos auditeurs et à nos spectateurs. Vous êtes haut magistrat aujourd'hui, mais vous avez décroché du système scolaire. Vous êtes philosophe, parce que vous êtes agrégé de philosophie, en tout cas agrégé de philosophie, et énarque. Donc un profil assez atypique dans l'univers que vous décrivez. En réalité, c'est aussi pour ça que je tiens à être dans une logique un peu de rebrousse-poil un petit peu dans cet essai. En réalité, il y a des profils à l'ENA qui sont relativement nombreux, des profils qui sont soit agrégés, soit normaliens, soit docteurs. Ça représente, je pense, à peu près un dixième de la promotion, à peu près. Un dixième de la promotion, donc, a un rapport à la culture qui est assez aigu. C'est des gens qui ont été obligés d'acquérir une culture qui est loin d'être superficielle pour pouvoir avoir leur agrégation, pour pouvoir rentrer à Ulm, pour pouvoir rentrer à l'école normale de Lyon, que sais-je. Donc j'essaye de sortir un peu du cliché de l'élite inculte, de l'élite qui ne lit pas, etc. Et j'essaye justement d'attribuer le désarroi les causes du désarroi qu'on connaît devant ce type d'intelligence au type de formation qu'ils ont reçu. Ouais. Alors simplement, pour que les choses soient claires, parce que je le redis, c'est un essai original, vraiment inhabituel dans la production éditoriale, qui est quand même assez pléthorique sur cette crise des élites. C'est que c'est le diagnostic que vous établissez. Si vous me permettez, je vous ai bien lu, mais enfin je vous ai bien lu. C'est la dislocation, l'éclatement des savoirs qui est problématique. Deux, on essaye de corriger cet éclatement en fusionnant les disciplines, c'est la transdisciplinarité, quoi. Trois, il n'y a pas une discipline de la métaphysique, vous l'évoquiez, qui couronne l'ensemble. Et quatre, il y a un savoir qui est, vous appelez réticulaire. Si vous pouvez nous dire un petit mot sur c'est quoi le réticulaire? C'est le réseau. Ça ne fonctionne plus qu'en réseau. Donc toujours le réseau, c'est l'horizontalité, pardon. Exactement. Le réticulaire, c'est une façon de dire qu'on a en quelque sorte dépassé la question de la contradiction forte et constitue au-delà. C'est-à-dire que on se plaint beaucoup du en même temps, par exemple, de notre président de la République. Et je rétorque à mes lecteurs qu'en réalité, l'école est structurellement construite autour du en même temps. C'est-à-dire qu'on passe d'un cours à l'autre avec des en même temps et charge à l'élève ensuite de pouvoir mettre en regard ces différents points de vue, ces différents auteurs, de faire valoir des bons arguments permettant de l'énoncer, etc. On ferait fi du principe de contradiction si on mettait ces auteurs ou ces arguments ou ces théories sur le même plan, mais à chaque fois l'école vous permet de nuancer, c'est-à-dire que le fameux principe de contradiction A ne peut pas être A et non A en même temps, si c'est sous le même rapport. Et à chaque fois l'école, dans sa nuance, dans sa contextualisation, je parle à chaque fois des bons élèves, je parle pas des déficits en formation, etc. Je prends les élèves qui surperforment et qui réussissent ensuite dans les grandes écoles. C'est-à-dire qu'ils vont être formés à la nuance, à la contextualisation, et A ne sera jamais non A en même temps, ce sera toujours sous un autre rapport. On aura toujours un bon argument ou une bonne théorie ou un bon auteur à rapprocher, à défendre en même temps pour expliquer pourquoi sous un autre rapport on peut aussi dire non. Est-ce qu'il n'y a pas une ironie de l'histoire, parce que sur cette intelligence,
cette dégradation ou ce dévoiement de l'intelligence, hein. Une ironie de l'histoire en ceci que vous évoquez, vous dites à un moment que c'est un peu une intelligence chat GPT, enfin un petit peu robot conversationnel. Je ne sais pas si vous avez vu dans le Figaro hier ou avant-hier, il y a trois traders qui ont fait un pari l'été dernier avec un robot conversationnel pour justement sur les 6 mois qui viennent essayer de voir les investissements qui étaient les meilleurs. Bah, tenez-vous bien, c'est le robot conversationnel, ChatGPT ou un autre, qui a battu les 3 traders qui sont des experts, hein, avec des rendements à 15%. Donc c'est quasiment l'intelligence horizontale qu'on a mis en place depuis 2 à 3 siècles, hein, est en train de se mordre la queue. Parce qu'il y a un processus d'obsolescence programmée presque de cette intelligence par la machine. Hein. Oui, et ce que vous dites, c'est que cette intelligence, elle est rapide, elle est efficace, elle est opérationnelle, donc ça c'est plutôt un point positif, mais donc elle peut être remplacée par une machine, quoi. C'est ce que vous dites, François. Oui, oui, oui. Oui, oui, absolument. Alors, est-ce que cette intelligence sera obsolète bientôt? Je n'en sais rien. Je me base sur la manière dont elle a été construite actuellement. C'est-à-dire que je ne m'avance pas sur ce que sera l'intelligence artificielle dans 30 ou 40 ans. Mais actuellement, en fait, il y avait 2 grands courants dans la seconde moitié du XXe siècle qui se battaient sur la construction des intelligences artificielles. Il y avait un courant logique qui était basé sur un système de règles d'inférence. Il y avait un courant neuronal. Donc chacun a connu son hiver un petit peu technologique et finalement, actuellement, on l'a vu avec l'arrivée de ChatGPT qui a surpris tout le monde, même les meilleurs experts, c'est le courant neuronal qui a gagné. Et là-dessus, je conseille aux auditeurs, s'ils veulent lire un très bon livre sur cette question, je conseille le livre de Yann Lequin, qui est un de nos meilleurs experts, hein, qui travaille pour Meta actuellement, qui a écrit Les machines pensent-elles. Et il explique bien donc comment sont construits les réseaux de neurones, et c'est exactement ça, c'est une manière probabiliste d'abouter des éléments de sens en fonction d'un contexte. C'est en ce sens-là que ce que je décris finalement de la formation de nos intelligences dans les grandes écoles, c'est en ce sens-là qu'elle correspond de manière troublante à la façon dont ChatGPT est construit. Avec en plus l'accumulation de data. Puis il y a quand même énormément de bachotage pour ceux qui ont fait des classes prépa ou préparé l'ENA. Il y a une accumulation, c'est presque du gavage, hein, pardonnez-moi, n'ayant pas passé par ce cursus. Hein, l'accumulation de data est telle que... Absolument. Oui, et en fait, finalement, il y aura des intelligences artificielles qui seront capables de le faire bien plus rapidement, bien plus, et donc il faudra trouver des gens qui auront plutôt développé leur intelligence verticale. Il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, puis on revient avec vous, François Bousquet. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors François Bousquet, on parlait de ChatGPT et de l'intelligence horizontale, celle des élites. À la place, il vaudrait ce que vous appelez une intelligence verticale, c'est-à-dire une intelligence qui est plus profonde. Oui, je rebondis sur le mot de François Bousquet de bachotage. Là, il y a toujours un petit quiproquo sur cette question du bachotage. C'est-à-dire que vu de loin, on a l'impression que le bachotage signifie savoir superficiel au sens de pas approfondi, au sens de à rater les tenants et les aboutissants. Il y a ça aussi dans l'idée de gavage d'oie que vous avanciez. Ce que je suggère à travers mon essai et à travers ma thèse, c'est qu'en réalité, le bachotage, c'est une préparation au mode de fonctionnement de l'intelligence lorsqu'elle sera confrontée à un travail de thèse universitaire et lorsqu'elle aura à approfondir son sujet. En fait, les modalités d'approche des savoirs, étant donné ce qu'on disait sur la dislocation des savoirs, sur le fait qu'on est obligé de mettre en réseau des champs disciplinaires qui ont des présupposés très hétérogènes, en fait, l'approche sera la même. C'est-à-dire que faut pas reprocher à un étudiant qui bachote son concours de Ulm ou de l'ENA de faire un travail superficiel dans la mesure où on peinerait à différencier finalement le rapport au savoir qu'aura plus tard un universitaire qui fera une thèse de 3-4 ans. C'est ça qui est un peu vertigineux. C'est-à-dire que l'universitaire n'aura pas un savoir, à mon sens en tout cas, c'est une thèse qui est peut-être un peu provocatrice, mais à mon avis, il n'aura pas un savoir dont il pourra justifier à partir de ses propres présupposés anthropologiques, épistémologiques, etc., de manière tellement plus profonde, simplement qu'il aura accumulé beaucoup plus de matériaux et le travail qu'il aura fait sera bien plus en finesse, sera bien plus contextualisé. Mais on sera dans une même ligne, si vous voulez, que celle du bachoteur. Le bachotage des grands concours prépare en réalité soit le politicien à
analyser à fond ces dossiers pendant 6 mois, pendant 1 an, et à les maîtriser sur le bout des doigts. Donc on est loin du bachotage, soit pour l'universitaire à faire aussi une thèse sur quelque chose que ce soit. Mais alors aussi, cette manque de profondeur, évidemment, ça a un lien, enfin ça a une des conséquences sur la vision des élites sur le long terme, et qui préfèrent donc la petite cuisine politicienne sur le court terme, plutôt que véritablement la vision de long terme que pouvaient avoir nos anciens chefs d'État. On parlait de Pompidou tout à l'heure, ou de Gaulle. C'est ce que je cherche à suggérer, c'est-à-dire que on avance souvent comme figure antagoniste à ces intelligences qui nous semblent superficielles ou sans vision, on avance souvent la figure de Gaulle. Ce que j'ai cherché à dire dans l'essai, c'est que c'est pas tant que De Gaulle a une idée de la France qui planerait comme ça, qui serait un peu abstraite, la princesse des contes. À mon avis, ce qui marque quand on lit les discours de Gaulle, quand on l'entend, quand on lit des biographies sur le personnage, c'est qu'il est capable de penser de manière continue, exactement comme le génie grec nous avait appris à le faire, les réalités les plus élémentaires. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Quelles sont ses passions? Quelles sont ses affects? Quelles sont ses motivations fondamentales? Comment il se comporte par rapport aux religieux? Quels sont ses instincts grégaires? Donc ces réalités les plus particulières jusqu'à la question de l'État. Et comment j'organise tout ça et comment je le verticalise. C'est ça que j'ai cherché j'ai cherché à dire que c'était un peu la caractéristique finalement des pensées qu'avaient une vision. Alors, François Bousquet. Je serais bien revenu, mais on n'aura pas le temps sur cette question de ChatGPT et du machinal, hein, ou du mécanique. Hein. Allez-y, François. Évidemment, c'est quelque chose que vous ne dites pas, donc vous allez peut-être sursauter. Hein. Mais est-ce que on sélectionne pas, c'est pas l'intelligence qu'on sélectionne. Hein. Ce qu'on sélectionne, c'est la fabrication de proto-machines, hein, presque, j'ai envie de dire, en tout cas de pilotes automatiques. Alors j'écarte les universitaires, c'est vraiment le haut du panier. Mais si je m'en tiens au corps politique, tel qu'on l'a vu en particulier sous l'épisode du Covid, hein, complètement dérouté, parce que précisément on sortait des rails pour la première fois. C'est quand même des gens à qui on apprend à accomplir des programmes, à respecter des protocoles, à suivre des procédures. Hein. Ce sont des machines. Hein. Je vous le dis pas, je sais bien que vous le dites surtout pas, mais enfin quand même. Hein. Ce qui me chiffonne un petit peu dans cette vision, c'est que on a l'impression que les élites appliqueraient de manière automatique des règles prédéfinies. Il me semble que c'est pas forcément ce qu'on a observé durant le Covid. Ce qu'on a observé durant le Covid, c'est effectivement un désarroi profond, des élites assez désemparées, qu'avait créé justement ce conseil scientifique qui cherchait à faire du pluridisciplinaire. Permettez de vous interrompre. C'est que le Covid, précisément, on rentre dans ce que Carl Schmitt, un juriste, appelle l'exception. On sort des processus planifiés, normaux, programmés, qui se déroulent avec beaucoup de facilité. Là, on se heurte à l'anomalie, l'exception, l'accident. Et face à l'accident, on est un peu dérouté puisqu'on n'a pas les outils. On n'est pas équipé. Absolument, tout à fait. Non, si ça consiste simplement à souligner que la singularité oblige le politique à avoir une vision, j'abonderai dans votre sens. C'est juste que le terme d'application automatique de règles ne me semble pas correspondre exactement à ce que font nos élites. C'est-à-dire qu'elles tiennent compte aussi d'un contexte qui est changeant, qui est divers. Elles cherchent à s'y adapter. On voit bien que notre président a géré un nombre de crises considérables, comme peu de présidents de la 5e, si on prend le début de son mandat en 2017. Et vous direz qu'Emmanuel Macron, justement, a cette intelligence horizontale. Tout à fait. Et je dirais pas qu'Emmanuel Macron a réagi de manière mécanique ou automatique à ces crises-là. Les solutions qui ont été apportées ont été des solutions dont on peut prétendre qu'elles manquent de vision, si on se situe dans la perspective de cet ouvrage. Mais en réalité, je ne pense pas qu'on pouvait déduire ces réactions de règles prédéfinies. Mais comme ChatGPT, ce qu'on dit justement sur ChatGPT des réseaux de neurones, c'est qu'il y a un effet boîte noire, c'est-à-dire que ça tient compte d'une telle diversité, d'une telle quantité de data, qu'on n'est pas capable forcément de faire du rétro-engineering et de savoir comment elle a constitué sa solution. D'accord. Mais alors, on est pris par le temps. Je ne sais pas ce que Corentin en pense. Qu'est-ce que vous proposez, puisque c'est la fin de votre livre, hein, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le plan B pour essayer le chantier, c'est très très ambitieux, c'est parce que c'est quasi une refonte de notre modèle éducatif. Hein. Oui, absolument.
Alors ce que je propose est mi-utopique, mi-sérieux, c'est-à-dire que je m'appuie un petit peu sur le travail d'Ivan Illich dans son essai qui est très très stimulant, Une société sans école, que je conseille aussi aux auditeurs. Et Ivan Illich part d'un constat qui, à mon avis, est relativement partagé, à savoir que ce qu'on a le mieux appris, c'est ce qu'on a appris par soi-même. C'est-à-dire ce qui nous a touché dans nos profondeurs, ce qui nous a remué dans nos représentations les plus profondes, et que finalement, les savoirs qu'on a pu constituer et qu'on a pu, apprendre véritablement, et qui restent, une fois que tout le reste est parti, comme on dit, ce sont des savoirs qui se sont organisés en toile d'araignée de manière comme par capillarité autour de ces obsessions premières. Donc l'idée, ça serait de reconstituer une école en faisant davantage du sur-mesure. Alors évidemment, c'est facile à dire. Là, je propose pas j'ai pas de baguette magique et ça, comme vous dites, François Bousquet, ça demande une refondation totale. C'est-à-dire que on voit bien que l'école massifiée qui s'éloigne de plus en plus du sur-mesure est à bout de souffle. On le voit notamment avec le fait que ChatGPT remplace de plus en plus et remplacera sans doute de plus en plus le professeur, dont la plus-value, si lui-même n'a pas une intelligence qui permet de verticaliser les savoirs, semblera un petit peu dispensable. Donc l'idée est là. Ce n'est pas seulement l'école qui s'éloigne, pour ainsi dire, de l'élève, c'est aussi l'élève, parce qu'il vit dans un environnement technologique. Enfin, l'élève, l'écolier. Alors François Bousquet, on vous a perdu au niveau de la connexion. Mais vous parlez, donc François Bousquet parlait de l'élève, de l'écolier. Il y a aussi l'élève, l'écolier qui, avec les écrans et puis avec tout le savoir qu'il peut accumuler, a de plus en plus de mal à se concentrer, on l'a dit, et de plus en plus de mal donc à rester, on va dire ici, présent et avoir une intelligence verticale dont vous parlez. Oui, absolument. Je ne prône pas un usage intempestif des nouvelles technologies. J'imagine que l'école, dans cette optique d'une reconstruction des savoirs autour de grandes obsessions qui seraient davantage sur mesure par rapport à l'intelligence de l'élève, par rapport à ses centres d'intérêt, par rapport à sa projection intellectuelle, j'imagine que, évidemment, il y aura un mixte entre des lectures, l'utilisation de supports numériques, même ChatGPT. ChatGPT pourra être un outil très utile étant donné cette capacité qu'on décrivait de synthèse des savoirs disponibles, cette capacité à dégager les meilleurs arguments sur une question, voilà, sa capacité aussi à voir s'il y a des impasses par rapport à l'état des savoirs, etc. Alors, vous dites, après je devais donner la parole à François Bousquet, sur l'intelligence, sur l'acquisition de l'intelligence, et notamment parce que quand on fait les choses soi-même, qu'on les domine pleinement, que pensez-vous de l'école Montessori notamment, qui elle justement met cette intelligence véritablement au cœur de son enseignement, c'est-à-dire faire les choses par soi-même. Mais il y a aussi, vous êtes philosophe, donc vous devez avoir des maîtres, je suppose. C'est aussi la fin du maître, la fin de la hiérarchie aussi. Il y a une ligne de crête à trouver entre les deux. C'est-à-dire que l'élève, enfin c'est littéralement l'élève qui doit être élevé par un maître. Absolument. Alors Montessori, de ce que j'en comprends, je suis loin très spécialiste, mais j'ai un bon ami qui est assez versé là-dedans. De ce que j'en comprends, ça marche pour un développement sur les classes primaires, sur les petites classes, un développement sensorimoteur. Mais la question du langage abstrait est un peu maltraitée par les écoles Montessori. En tout cas, j'ai l'impression que les écoles Montessori touchent à leurs limites quand on commence à être sur l'utilisation du langage abstrait et des représentations conceptuelles. Pour les raisons, à mon avis, qu'on décrit. Sur la question du maître, évidemment, l'école que décrit Ivan Illich, ou une sorte d'alternative proposée par Ivan Illich, n'évacue pas la question du maître. C'est-à-dire qu'il y aurait des tuteurs qui permettraient de suivre les élèves dans la constitution de leur savoir, mais de leur savoir beaucoup plus hiérarchisé, beaucoup plus organisé, parce qu'il n'y aurait pas toutes ces connaissances venues de plein de champs disciplinaires dont ils n'ont pas encore idée, et puis avec ces sortes de blocs de savoir, de théories, d'arguments qui leur tombent dessus, qui sont quasiment inassimilables. Donc ils partiraient de ça, et le tuteur permettrait évidemment de leur montrer s'il y a des impasses, de leur expliquer que... c'est exactement ce que dit Alain d'ailleurs. Alain dit, en fait, l'intelligence doit refaire ce que la science a fait au cours de l'histoire, mais un peu plus vite. François Bousquet, on va être obligé de terminer avec vous. Alors, vite fait, oui.
la question se pose pour vous et pour nous tous. Hein. Qu'est-ce qu'on fait des élèves qui décrochent, hein? C'est vrai, il y a beaucoup d'élèves qui décrochent, mais qu'est-ce qu'on fait également en parallèle et en vis-à-vis des élèves qu'on maintient dans ce système scolaire qui les assèche, qui les asphyxie manifestement. Vous citez, outre Ivan Illich, un auteur merveilleux, philosophe américain, Matthew Crawford, qui a signé un éloge du carburateur, hein, qui est à la fois un philosophe, mais qui adore la mécanique, qui adore les motos, les bonnes motos, les beaux bolides. Hein. Il y a quand même un mépris, il y a toujours ce mépris du manuel, du mécanique. Sous l'Ancien Régime, on parlait des mécaniques. Les mécaniques, c'était les gens qui travaillaient de leurs mains. Il y a quand même beaucoup de gens qui, on en connaît tous dans nos entourages, qui n'ont pas envie de rester sur les bancs de l'école jusqu'à 18 ans. Absolument. Absolument. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont éloigné du professorat. C'était j'étais de plus en plus, je doutais de plus en plus de la pertinence d'un système qui maintenait 8 heures par jour des jeunes assis, vissés sur un banc, une chaise. Et effectivement, Matthew Crawford a cet intérêt dans l'éloge du carburateur d'expliquer pourquoi des concepts peuvent être des concepts enchâssés dans une matérialité très forte. C'est-à-dire, effectivement, on est typiquement sur à la frontière entre le sensorimoteur et le concept très très enraciné. Et Matthew Crawford explique. Et là, les parallèles sont assez forts, à mon avis, avec Ivan Illich. Il faisait de la philosophie, il a tout quitté. Exactement, il était dans un think tank, exactement. Pour un garage, pour ouvrir un garage. Alors, il y avait déjà une vie un peu originale au début, hein, une vie c'était quasiment de gens du voyage, un petit peu, si je comprends bien. Mais les parallèles avec Ivan Illich sont intéressants, c'est-à-dire que, par capillarité, en fait, des philosophies entières, des systèmes politiques entiers peuvent se constituer autour de ces intérêts très enracinés. Alors bon, le thème enracinement ne me plaît pas forcément, mais en tout cas, cet ancrage très fort dans un pan du réel. C'est ça l'intérêt de Matthew Crawford pour moi. Et alors Mathieu, oui, allez-y François, mais on peut penser aussi que tout le monde n'est pas fait pour être donc dans un garage avec ses mains, etc. Mais qu'on est le fruit d'une évolution de l'histoire et que pendant des années, les hommes ont été à l'extérieur à manier avec leurs mains, voilà, même des silex, des choses comme ça, étaient agriculteurs. Et là, aujourd'hui, on leur explique que l'intelligence est pour s'augmenter, il faut finalement être sur une chaise pendant les années. Par exemple, il y a le modèle suisse. J'ai pu habiter en Suisse, où il y a véritablement le travail manuel qui est mis en avant et où les gens peut-être s'épanouissent plus que s'ils avaient été contraints de faire d'aller à l'université et de faire après qu'un travail qui ne les épanouit pas. Oui. Absolument, non, je vous rejoins tout à fait sur cette condescendance, ce mépris. Alors est-ce que c'est typiquement français? Peut-être que c'est un peu français. Les Allemands ont un rapport à l'apprentissage, au manuel qui est pas du tout le même, qui est beaucoup plus sain. Donc je vous rejoins tout à fait. Et effectivement, il y a une intelligence de la main, il y a une intelligence du rapport à la matière. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bah écoutez, merci à tous les deux. Je rappelle, merci François Bousquet, que vous êtes rédacteur en chef de La Revue Le Monde, directeur de la Nouvelle Librairie. Le dernier élément marche bien sur la dictature en marche, avec il y a une vidéo notamment notre vidéo en tout cas, notre table ronde là-dessus marche très bien sur YouTube. Et puis Thomas Vien, je rappelle le titre de votre livre, La sélection des intelligences, pourquoi notre système produit des élites sans vision, aux éditions L'Artilleur. Et puis vous pouvez aussi, chers auditeurs, si vous aimez bien, découvrir Matthew Crawford qui a écrit L'éloge du carburateur. Et puis il y a un dernier livre qui s'appelle, je ne l'ai pas lu le dernier. Je ne l'ai pas lu non plus. Et vous vous souvenez du titre? Je ne me souviens plus du titre. Vous non plus, François? L'Élysée, ouais, Thomas Vien et aussi Ivan Illich. Voilà, et Ivan Illich. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.